Bonsoir, on va dédier à ces disparus notre séance de ce soir. C'est une séance que je vais faire seule, mais en fait c'est un travail à deux cerveaux avec Samuel Gouet que j'ai vu connecter, qui est là. C'est un travail que nous avons fait sur un trésor de deniers mérovingiens qui a été trouvé à Queude dans la Marne et qui n'est pas encore publié, qui sera prochainement publié dans le prochain RTCNA sur les monnaies mérovingiennes, le RTCNA 12. Et nous avons déjà le tome de Pau et même le RTCNA 14 sur les mérovingiennes peut-être qui auront lieu. Cette trouvaille, elle a été signalée en mars 2004. Elle est composée de 21 monnaies mérovingiennes en argent qui ont été découvertes à Queude, dans l'arrondissement d'Épernay, canton de Cézanne, dans la Marne, à 80 km au sud de Reims. Et il est composé, ce trésor, de 14 deniers mérovingiens, de 2 chata anglo-saxons et de 5 chata frisons ou denier frison, on va voir ça tout à l'heure. C'est l'un des 10 trésors les plus importants pour la période des deniers mérovingiens. Malheureusement, nous n'avons aucune information sur les circonstances de la découverte ni son contexte. Si on regarde un petit peu les trésors, on s'aperçoit qu'il y a le trésor le plus important qui est toujours le trésor de Nice-Cimier, qui écrase tous les autres. Excusez-moi, qui écrase tous les autres. On n'a qu'une idée vague de son contenu, entre 2000, 3000 monnaies, peut-être, probablement un objet. Il est préparé d'être publié puisqu'il est annoncé à l'époque comme provenant du trésor, mais encore inédit. Et il écrase totalement les autres trésors de deniers mérovingiens, puisque vous voyez que le trésor de Bay ne comporte que 407 deniers et chata, et il y avait quelques objets, ce qui porte à 424 le nombre d'items qui étaient présents dans ce trésor. On reviendra sur le trésor de Bay, parce que le fait que ce trésor soit 4 fois plus nombreux que le troisième trésor, qui est le trésor, ou 2 fois plus nombreux que le trésor de Plassac, a de l'importance dans les comparaisons des deniers. Je suis désolé, si je vous montre avec le pad, ça a tendance à faire passer à la diapo suivante. Le trésor de Saint-Pierre-les-Étieux, de 104 deniers. Le trésor de Savonnières, qu'il faut, à mon avis, recomposer plus nombreux qu'il n'était annoncé. On annonce souvent 45 deniers, mais par les recoupements de coins, par les recoupements de patines, je pense que je peux au moins identifier 52 deniers qui en proviennent. Et donc, visiblement, dès l'origine, dès 1866, puisqu'il est publié en 1866, même s'il est trouvé l'année précédente en 1865, il y a eu un certain nombre de deniers qui ont disparu de l'inventaire. Et malheureusement, c'est peut-être le cas d'autres trésors sans qu'on puisse en être sûr. Le trésor des Combrailles, que j'ai publié donc avec Marc Parvery et Obdenvelde en 2020, qui est composé donc de 39 deniers. Le trésor de Nohanan, qui est composé de 35 deniers. Le trésor de Puy-de-Dôme, dont nous n'avons aucune idée de la composition, puisqu'on parle de 30 monétaires de la première race, dont on sait que c'est des deniers et non pas des trémissès, parce que le prix de vente à l'époque, au moment de la dispersion en 1853, est celui d'un denier très au-delà de la valeur du métal, mais très inférieur à celle du métal de l'or. Donc on n'est pas du tout, on est vraiment avec un trésor de deniers dont on n'a aucune idée de la composition. Et donc ce trésor de Queude dans la Marne, qui est donc le 10e le plus fourni. Si on les place ici sur la carte, ces 10 trésors, vous vous apercevez que le trésor de Queude, qui est donc avec l'étoile rouge, je vais avoir un problème tout le long, avec l'étoile rouge qui est, j'essaye de vous mettre la souris, voilà, qui est ici, se trouve donc dans la Marne, mais est encadré par le trésor de Barbuise et de Bar-sur-Seine. Celui au sud, c'est celui de Bar-sur-Seine, celui de Barbuise est au nord, qui sont assez proches et qui sont, eux, dans l'Aube. Le trésor de Barbuise a la particularité d'être particulièrement précoce. C'est un trésor que j'ai republié l'année dernière dans les trouvailles de l'Aube. Il est composé exclusivement de grands deniers, donc de diamètre beaucoup plus grand, beaucoup plus faible, et donc il peut être daté des toutes premières années des deniers, dans les années 670, contrairement à tous les autres trésors dont nous allons voir les problèmes de datation.
Si on regarde la comparaison des types et des coins des monnaies qui sont présents dans le trésor de Queude, on s'aperçoit que c'est le trésor de Bay qui est le plus proche en composition du trésor de Queude. C'était déjà le cas pour le trésor des Combrailles. Vous voyez que vous avez 2, 4, 6 deniers qui sont de même type dans les Combrailles, dans le trésor de Queude et dans le trésor de Bay, et qu'on a 3 liaisons de coins de deniers entre les monnaies du trésor de Bay et le trésor de Queude. Donc un trésor qui n'est pas si éloigné. On a 3 types identiques dans Saint-Pierre-les-Étieux, mais aucune liaison de coin. 3 types aussi dans le trésor de Nice-Cimier, qui pourtant est le plus abondant, mais pratiquement exclusivement composé de monnaies de deniers de Marseille. Et donc ces monnaies de Marseille, elles sont liées probablement par les coins, mais pas avec d'autres trésors composés de monnaies qui n'ont pas que des monnaies de Marseille. 3 types identiques avec le trésor des Combrailles et 2 types identiques avec le trésor de Plassac, dont une liaison de coin pour la monnaie de Bourges entre le trésor de Plassac et le trésor de Queude. Une seule liaison de type avec le trésor de Nohanan, une seule avec Rodez, une seule avec le trésor de Gottinfort. Alors le trésor de Gottinfort est un trésor essentiellement composé de Chéata. Il a été trouvé au nord de l'Allemagne actuelle, mais c'est dans les fameux duchés un peu disputés au 19e. Et donc en fait, il est trouvé en territoire frison. Mais il y a une dizaine de deniers et donc il est assez important pour pouvoir être comparé puisque régulièrement on retrouve des types de deniers qu'on retrouve autre part. Donc si on regarde ce tableau, on s'aperçoit que le trésor de Bay semble être le trésor le plus proche. Mais c'était déjà le cas pour le trésor des Combrailles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le trésor de Bay ayant 400 monnaies, en fait, on trouve un peu de tout, y compris ce qu'on trouve dans les autres trésors, contrairement aux autres qui sont moitié plus petits pour le trésor de Saint-Pierre-les-Étieux, voire beaucoup plus petits comme le trésor de Rodez, où il n'y a que 9 monnaies, dont une qui est commune quand même au type donc de Queude. Si on regarde les datations des trésors, alors là, ce tableau, on pourrait passer 2 heures, que m'accorde Béatrice, elle me l'a dit tout à l'heure, à commenter, puisque vous apercevez que la datation des trésors, personne n'est d'accord. Que ça soit le mec, donc la version anglaise, qui se base principalement sur la datation des Chéatas pour dater les trésors de deniers, puisque ces trésors de deniers, on pose un problème de datation. Or, vous vous apercevez qu'ils sont systématiquement beaucoup plus tôt que les autres datations. Les datations de base, c'est la 3e colonne, c'est celle de Jean Laforie, donc dans ses différentes publications, qui lui-même change d'avis, puisque en 1969, par exemple, le trésor de Saint-Pierre-des-Étieux, il le date plutôt de 730-735, alors que en 1997, il les date dans le Laforie Pilé-le-Mire plutôt de 700-705. Alors que, au contraire, Garisparov le date plutôt vers 700. Donc, des datations des trésors qui posent un vrai problème, que ça soit celui de Saint-Pierre-des-Étieux. Si vous regardez Plassac, il est aussi daté entre 705 et 735. Nohanan, il est daté entre 710 et 740. Le trésor des Combrailles, je laisse que pour l'instant de côté, il est daté vers 730, mais parce qu'il n'y a qu'une seule version, parce qu'on a été les derniers à le publier, c'est le dernier trésor publié avant Queude, et donc il n'y a pas eu d'autres contradicteurs, puisqu'ils ignoraient l'existence de ce trésor. Le trésor de Bay, il est daté entre 710 et 750, avec une datation de 710 et de 740 aussi. Le trésor de Gottinfort, il est daté de vers 755. Il a été publié qu'en 2001 en Allemagne par Hatz. Et si on reprend la datation du trésor, il s'appuyait sur un denier en particulier que nous redatons au moins 20 ans plus tôt. Donc avec Betternitz, nous avions republié ce denier de Milon de Trèves plutôt des années 730. Donc comme c'est lui qui datait le trésor, puisqu'il semblait être le plus tardif, ça serait plutôt 730. Mais ça peut appeler contradiction, bien évidemment. Le trésor de Nice-Cimier, alors là, on va de la fourchette de vers 720 dans le mec à 741, voire 750.
je serais un petit peu partisan d'une datation très tardive vers 740-750. Tout dépend si on peut attribuer un des deniers à Abon de Marseille, le Patrice, qui est en activité dans les années 740 ou 750, et le trésor de Rodez, qui est daté vers 750-60, qui est très tardif. La datation ne reposant que sur un denier d'un évêque de Marseille, de Paris, avec le dé donc des années 755. Donc, des datations des trésors qui posent un vrai problème. Or, on a vu que tous ces trésors étaient liés par les types. Ils semblent composés un peu pareil. Le trésor de Ceude est assez proche du trésor de Bec, qui est daté entre 710 et 750. Ça laisse une fourchette assez large. Pour les deniers, on les date de 670 à 750. Donc, c'est quasiment toute la période. Et donc, vous n'avez sur le tableau que ceux qui sont liés par les types avec le trésor de Ceude. Donc, une datation que je vais laisser très large pour le trésor de Ceude de 710-730, parce que ça dépend des critères qu'on prend. Si on prend les trésors de la composition des shéatas, on s'aperçoit que systématiquement, les shéatas sont plus anciennes que les deniers. Or, certains deniers sont très clairement datables, plutôt des années 730-740. Dans le trésor de Ceude, on a quelques shéatas très anciens, des premières séries, même des années 685-700. Donc on serait avec des shéatas très très tôt. Mais on a des types de deniers qu'on ne trouve que dans les trésors qui sont datés plutôt d'après 730. Donc on a vraiment un flou artistique sur la datation en datation absolue des deniers mérovingiens. Certains peuvent servir de jalons très ponctuels, mais on a quand même un problème à vraiment dater les trésors. Vous voyez que tous les spécialistes ne sont pas d'accord. Même certaines datations parfois ne reposent malheureusement que sur un denier. Alors est-ce qu'il faut affirmer que le trésor est postérieur à ce denier? Oui. Mais est-ce que le denier est bien attribué et n'est pas de 730 plutôt que de 750? J'ai un problème par exemple avec les deniers de Marseille, des deniers des évêques de Lyon, pardon, qui sont datés très tôt de la fin des années 670-90 par une attribution à un évêque, mais je pense que ces deniers ne sont pas au bon évêque et que donc il faudrait remonter ou vieillir les trésors ou rajeunir plutôt les trésors d'une trentaine d'années vers les années 730. C'est ce qu'on avait discuté avec Marc Parvery sur le trésor des Combrailles. Le problème s'est posé aussi avec Eric van den Bosch sur le trésor de Bar-sur-Seine, puisqu'il en contenait. Donc, une datation des trésors qui restent encore problématiques, qui restent à affiner, alors que les Anglais les datent à 5 ou 10 ans près. Nous n'en sommes pas là. Malheureusement, ils travaillent sur des milliers de monnaies. Nous travaillons sur quelques centaines de monnaies et souvent avec des isolats qui sont très particuliers. Si on regarde la carte de répartition d'origine des deniers et des monnaies qui composent le trésor de Ceude. Ceude, c'est l'étoile rouge. Les deniers, c'est les petites gouttes bleues. Vous voyez au nord-ouest Londres avec deux shéatas de la vallée de la Tamise, les 5 shéatas frisons. Tout au sud-est, une monnaie au 7 qui doit être attribuée à la monnaie de Vienne, aux environs de Vienne, Grenoble, et non pas à Marseille, mais je vais revenir sur ce débat tout à l'heure. Quelques monnaies d'un peu partout, sinon, y compris de Bourges, y compris d'Orléans, y compris de Rouen, y compris d'Austrasie au sens large. Je les ai placées ici sans pouvoir les attribuer à un atelier en particulier. Je ne suis pas du tout persuadé qu'on puisse les attribuer à Strasbourg. Mais bon, voilà, on est dans cette zone-là, une attribution qui est très vague à l'Austrasie. Néanmoins, il y a quand même quelques tendances qui sortent. Sur les 18 monnaies qu'on peut attribuer, il y en a quand même quelques-unes qu'on ne peut pas attribuer sur les 21. 15 de ces 18 monnaies, soit quand même 83,33%, proviennent de plus de 100 km, ce qui est énorme. Donc on a vraiment un trésor qui provient d'un brassage sur l'Angleterre, la Frise, donc les Pays-Bas actuels, et toute la France. On en a 8 la moitié, qui sont même frappés à plus de 400 km. Et les shéatas anglo-saxons, 2 exemplaires, et frisons, 5 exemplaires, représentent plus d'un tiers du trésor, 38% du trésor. Donc une part de monnaie lointaine relativement importante dans ce trésor. Alors, si on compare à ce tableau, j'ai réfléchi comment vous mettre les choses très simples, parce que les choses ne sont pas simples. On pourrait regarder que ce qui est sur fond bleu.
une uniformisation régulière de la circulation monétaire. Les travaux de Metcalfe dans la revue numismatique en 2006 montrent que sur l'or, on est à peu près à 45% de monnaies qui sont de moins de 100 km et une majorité de monnaies qui viennent de plus de 100 km. 49% de moins de 100 km, donc pour la fin de la période mérovingienne dans les années 650-674, parce que ces trémissès qui sont d'or à plus bas titre sont dits pâles, puisque l'argent est mêlé à de l'or et mêlé à de l'argent, donc c'est de l'or pâle. Et puis, on continue cette uniformisation, et là, il faut repasser au bas, sous Pépin le Bref, avec les travaux de Simo Coupland, avec sous Pépin le Bref, 38% des monnaies qui sont de moins de 100 km, mais déjà une large majorité, 61%, qui sont à plus de 100 km. Pour la première période de Charlemagne, les deniers légers, avant la réforme de 793 ou 794, on est à 27,5%, donc un quart provenant de la zone proche de 100 km et les trois quarts qui viennent de plus loin. Et sous Charlemagne, la période postérieure à la réforme de 794, donc les types unifiés avec la titulature Carolus Rex et de l'autre côté le nom de l'atelier autour de monogramme, on est à 10% proche et 90% venant de plus de 100 km. Donc là, on est avec une circulation qui est uniformisée sur l'ensemble de l'empire de Charlemagne et qui sera encore accentuée sous Louis le Pieux. Là, on n'a pas de chiffre précis, mais où Louis le Pieux va même carrément supprimer l'origine des monnaies, supprimer le nom de l'atelier et faire un type au temple anonyme. Donc on a une tendance quand même à l'uniformisation, ou du moins on a l'impression, entre l'or, la première période de Pépin, première période de Charlemagne et Charlemagne post-réforme. Les choses sont moins claires, me semblaient plus claires, mais me semblent moins claires maintenant pour la période du denier. Puisque si on se base sur les deux études que j'ai faites sur les trouvailles de l'Aube et sur les trouvailles de Touraine, c'est le RT Sénat 7 publié par la Sénat, malheureusement, on n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions. J'étais arrivé à un chiffre qui était relativement proche de ceux de l'or pour la Touraine, même une circulation un peu plus importante de monnaie de Touraine, mais il y a le trésor de Savonnières qui rentre en ligne de compte, qui lui n'est pas mis dans les monnaies isolées, mais qui influence quand même la pensée. Et puis, j'avais mis dans les monnaies de Touraine tout ce qui était au type au pentalpha, qui donc peut être frappé un petit peu plus loin dans le sud, puisque c'est un type qui est commun à la Touraine, au Poitou. Et néanmoins, on a quelque chose de très différent dans l'Aube, avec des monnaies qui sont minoritairement locales et majoritairement, 72%, lointaines et circulant plus large. Et on a ce cas-là dans le cas de Trésor du Queud. Dans le cas de Trésor de Queud, on est à 83,3%, donc de monnaies qui proviennent de plus de 100 km, ce qui est le cas aussi des trésors des Combrailles, décidément, et ce qui est aussi le cas dessous du trésor de Nohanan. Bon. Donc, on a quelques trésors qui sont effectivement issus d'un brassage très large, comme le Queud, les Combrailles, Nohanan. Mais on a aussi des contre-exemples, des trésors dont 100% des monnaies proviennent de moins de 100 km. C'est-à-dire, je pense au trésor de Savonnières, par exemple, exclusivement composé de monnaie de Touraine, du trésor dont je parlais tout à l'heure, exclusivement composé de monnaie de Reims. On a des monnaies majoritairement dans d'autres trésors, et donc, qui sont connus par que des monnaies de ce trésor, en fait. Donc, on les attribue à la région à cause de ça. Donc, on a des contre-exemples. Et donc, pour la période du denier, on a des cas, et je pense que c'est le cas de Queud et de l'Aube, de frontières, puisque Queud et l'Aube, le trésor de Queud, se trouve à la frontière entre trois royaumes, entre le royaume d'Austrasie, le royaume de Neustrie et le royaume de Bourgogne. Or, ces zones frontières, visiblement, doivent avoir plus de circulation lointaine, ou alors, changement de main, on retire de la circulation les monnaies antérieures, et donc on a de nouvelles choses qui apparaissent comme de plus loin, mais parce qu'on approvisionne la refonte rapidement. Il y a encore des phénomènes à étudier. En tout cas, le trésor de Queud est assez représentatif de ce qu'on avait vu dans l'Aube, et assez représentatif du trésor des Combrailles, assez proche. Si on regarde les poids,
Alors, on peut se baser sur le nombre de deniers cités par Georges de Perrault dans le tome de Moneta sur les deniers mérovingiens. La courbe culmine quand même à 400 poids de 1,1 g, 400 deniers de 1,1 g. Donc, on a une jolie courbe de Gauss avec des monnaies quand même qui vont de 0,2 g à 1,6 g. Je possède un denier de 1,6 g. Et puis, on a quand même une courbe de Gauss qui tourne autour de 1,1 g. Et si on compare cela, les monnaies contenues dans le trésor de Queude à cette courbe, eh ben, on s'aperçoit que dans Queude, les deniers sont majoritairement plus lourds. Alors ici, ça devrait être vert et bleu ciel, vert et bleu foncé, puisque ce sont des deniers, et visiblement la courbe apparaît dessous. Ce sont des deniers, il y a un denier. Alors pour rendre les deux courbes comparables, j'ai multiplié par 50 le nombre de monnaies dans le trésor. C'est-à-dire que quand vous avez 50 sur la coupe rouge, c'est 50 exemplaires. Quand c'est sur les courbes autres, c'est un exemplaire pour pouvoir avoir un effet quand même d'optique assez clair sur ce qui apparaît. Donc on a un denier de 0,7 de grammes, un denier de 0,8 grammes, qui sont des monnaies légères, on va les voir, on peut le comprendre dans les deux cas. Et puis, sinon, la courbe des deniers présents dans le trésor de Queude, il commence à 1,1 gramme et avec un seul exemplaire, mais on a quand même 6 exemplaires de 1,2 g, donc très au-dessus de la moyenne des poids habituels des deniers. Si on prend les Chiapata, ils sont légèrement plus lourds. Vous avez 4 Chiata de 1 g, 3 de 1,1 g, 7 de 1,2 g, et puis vous en avez 3 de 1,3 g et 1 de 1,4 g, en fait 1,37 g pour être exact. Donc on a des chatas particulièrement lourds, ce qui pourrait faire penser que ces monnaies, pardon, j'ai parlé de l'ensemble des monnaies. Le trésor de Queude est majoritairement composé de monnaies au-dessus de la moyenne. Alors, on peut discuter cette moyenne, mais la plupart des deniers cités par Georges de Perrault viennent eux-mêmes de trésors et donc sont plutôt des deniers lourds. Quand on est à moins d'un gramme, on est avec des deniers de circulation. Hein, cette partie-là de la courbe, c'est des deniers qui sont prélevés dans la circulation. On a le trésor de Savonnières, par exemple, où il y a un denier de 1,1 gramme, tous les autres sont de 1 gramme ou de moins. On est visiblement avec des monnaies qui ont été prélevées dans la circulation, même si les monnaies sont neuves, mais pas pour leur poids lourd. Or, pour Queude, on s'aperçoit qu'on a quand même un point culminant à 2 grammes, avec des chatas majoritairement plus lourds que les deniers. Voilà les chiffres précis. Hein, la moyenne des masses des deniers du trésor de Queude, c'est 1,062 grammes pour les deniers, 1,197 grammes pour les chatas, donc on s'approche des 1,2 grammes. La moyenne des deux et de l'ensemble est de 1,108 grammes, alors que pour la moyenne des poids sur 1379 deniers et à peine moins pour Jean Laferrie, c'est 1,12 grammes. 1,13 g pour Jean Laforie. Donc on est un petit peu au-dessus, mais pas beaucoup. Et on a surtout une nouvelle donnée, c'est que si on prend les deniers de Pépin le Bref et de Charlemagne de la première période, on est sur 674 deniers, hein, c'est pas sur des pieds. On est à 1,13 g de moyenne. Donc en fait, la fameuse réforme de 755, je ne la vois pas. Quand on passe de 1,12, 1,13 à 1,13, bah, il n'y a pas de réforme. Et donc cette réforme de 755, le fameux capitulaire de Vert de Pépin le Bref, ça me semble être plutôt la confirmation de la masse théorique du denier, puisqu'en 755, on confirme que le poids du denier devrait être de 1,24 g. Or, on s'aperçoit que la moyenne des deniers de Pépin et de Charlemagne, avant et après la réforme, est la même, 1,13 g. Donc on a un poids théorique probablement, à l'époque mérovingienne, on n'a aucun texte, de 1,24 g, un poids réel de 1,12, 1,13 g, et quand vous avez un trésor avec 1,108 g, en fait, vous avez un poids réel des monnaies de trésor choisies pour leur poids lourd. Donc, un deuxième facteur, en plus de ces masses lourdes des deniers du trésor, c'est la qualité des monnaies. Vous allez en voir quelques-unes. On va pouvoir d'ailleurs faire des réattributions d'attributions grâce à des monnaies de belles frappes et qui permettent de lire la légende. Donc, on va avoir un certain nombre de monnaies qui sont de belle qualité, bien frappées, même si elles ne sont pas si bien conservées que ça parce que l'oxydation a joué son rôle. Et
ce trésor de Queude, à mon avis, doit être considéré comme un trésor de thésaurisation, choisi pour des poids lourds. Une monnaie de 1,37 g, elle a été choisie pour son poids. Une monnaie de 1,31 g, elle a été choisie pour son poids. Et effectivement, il y a deux monnaies de 1,7, de 0,7, 0,8 g qui faussent un petit peu peut-être les choses, ce qui explique la moyenne relativement basse. En conclusion, la datation, alors la conclusion sur le trésor, je vais vous montrer des monnaies quand même, hein, on est en numismatique. En conclusion, la datation du trésor de Queude doit être faite dans la même fourchette chronologique que les autres trésors, et ça peut aussi appeler discussion, parce que pourquoi est-ce que tous les trésors de mérovingiens, à quelques exceptions près, sont dans ces années 710-730? Est-ce qu'il faut absolument mettre ça avec les campagnes militaires de Charles Martel, comme ça avait été fait? Peut-être, peut-être pas, peut-être qu'il y a eu un taux de mortalité important, en tout cas un taux de récupération des trésors qui semble moins important à cette époque-là. Et on a de nombreuses liaisons de coins quand on les étudie entre ces différents trésors. La thésaurisation du trésor de Queude a pu être faite sur plusieurs décennies, puisque si on date le trésor des années 710-730, alors qu'on a un denier de l'évêque de Sens-Vulfranc dans les années 691-695, et si on a des échatas de la toute première période qui ont été gardés dans les années 680 à 710, on les a gardés sur plusieurs décennies, peut-être parce qu'ils étaient plus lourds, peut-être aussi parce qu'on avait plus confiance en la teneur de l'argent des vieilles monnaies que des nouvelles qui étaient fabriquées avec la refonte. Bon, donc il y a peut-être plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le fait qu'il y a un nombre important de monnaies qui viennent de très loin, y compris de la vallée de la Tamise ou de la Frise, on peut imaginer et on peut supputer, supposer que c'est une thésaurisation de deniers particulièrement lourds sur plusieurs décennies, sans vraiment distinguer les chéatas des deniers, et en prenant les monnaies qui venaient, parce qu'on a quand même une monnaie qui est frappée localement, et ça sera un petit peu une nouveauté pour ce trésor, c'est qu'il y a une monnaie qui peut être attribuée, à mon avis, à Queude même, alors que pour l'instant, il n'y avait qu'un trémissès qui lui était attribué. Or, vous allez voir que la lecture de la légende me semble quand même beaucoup plus claire sur l'exemplaire du trésor de Queude, alors que c'est un denier qui est connu depuis le 19e, même depuis le milieu du 19e, puisque je vous donnerai le pédigré d'une des monnaies. Alors, voyons un peu quand même des monnaies. Je ne sais pas si j'ai le temps. Oui, c'est bon, je tiens le timing. Donc, un denier qui ne présente rien de particulier, un denier qui est un peu léger, 0,95 grammes, un denier de Rouen d'un type connu, d'une qualité quand même pas si mauvaise que ça. Toute la légende est visible. J'ai rien de particulier à dire. On voit bien la croix cantonnée d'un côté, la légende autour de cette croix cantonnée, la croix à huit branches de l'autre côté, et puis la légende qui est connue, qui peut être complétée justement par d'autres deniers. Je n'ai pas trouvé de liaison de coin avec ce denier. En revanche, un denier qui va nous accaparer un petit peu, c'est ce trésor de la cité de Sens. On lit très clairement le Sénonès ici. C'est no, né, civ. Et on peut imaginer un civitas ici, pour qu'il y ait le nombre de lettres, civit, civitas, civita plutôt. Le problème, c'est que cette monnaie, elle est connue depuis 1666. Sauf qu'elle n'a pas été revue depuis 1666. Elle est gravée dans le bout-trou en 1666 et elle n'était connue que par cette gravure que vous avez en bas, qui a été repris dans le Belfort, qui est cité par de nombreux auteurs comme n'existant probablement pas, parce qu'on ne l'a pas vu depuis 1666, on imagine une représentation imaginaire. Moi, je ne crois pas trop aux représentations imaginaires, à des erreurs de lecture, des erreurs de gravure, mais des représentations totalement imaginaires avec une légende totalement lisible, ça me semble un petit peu différent. Alors, voilà, cette monnaie existe. Elle était présente dans le trésor de Queude. Il y en a au moins un deuxième exemplaire, puisqu'il a été gravé en 1666. Et à moins de penser que c'est l'exemplaire de 1666 et que ce trésor de Queude n'a pas été revu depuis 1666, ce à quoi je ne crois pas du tout, effectivement, on a un deuxième exemplaire. Et le plus drôle, c'est que cet exemplaire, pour moi, est de même coin de droit. Si on regarde certains détails, comme par exemple ici, le A à la brisure qui est ici, l'appositionnement des lettres ici, qui est exactement la même, le O sous le menton, même s'il est carré et qu'il a été stylisé sous forme d'un vrai O ici,
que le portrait, je vous l'accorde bien, a été un petit peu retouché pour être plus à la mode. Vous avez quand même des petites choses comme le col, pardon, comme le style du col qui n'est pas courant. Avec des plis comme ça, on en voit très peu. On va en voir un deuxième de queue, mais on en voit très peu des styles de col comme ça qui est bien retrouvé. Et je pense qu'en fait, la monnaie est de même coin de droit et que la légende a été mal lue et que ce qui a été lu comme un oméga A doit être la base du S ici et la base peut-être d'un oméga. Moi, je ne m'avancerai pas, mais en tout cas, la base de la lettre là et que la boucle du S est lisible ici. Donc, on a ici, c'est les monnaies que j'avais mis dans l'annonce de la conférence. Une monnaie qui, pour moi, est de même coin de droit. Je serais moins affirmatif sur le revers, même s'il y a certains indices, comme le S rétrograde ici, qui est sur la gravure. Bon, je suis désolé, dès que j'utilise la souris, euh, ah, il devient rétif, voilà. Vous avez le S rétrograde ici, qui est le même pour le C-non-S, mais par contre, le positionnement des lettres n'est pas le même. Je serais moins affirmatif. Le N, par exemple, n'est pas du tout positionné pareil, le O non plus. Bon, peut-être que c'est le même coin et que là, on a vraiment mal gravé. Si on a bien gravé un côté, je pense qu'on a bien gravé l'autre. Bon, donc une liaison de coin pour moi de droit, probablement pas de revers, et un type de sens qui était connu, mais pas avec cette légende, et donc un nouveau type à remettre dans la collection des monnaies de sens, ce qui fera plaisir à Eric van den Bosch, avec qui j'en ai discuté. Voilà, une monnaie qui existe et qui est retrouvée. Un deuxième exemplaire retrouvé. Un autre denier qui appelle un petit peu de commentaires, c'est ce denier de sens de Vulfranc, réattribué par Pierre Crinon à Vulfranc avec le W du monogramme de droite. Une monnaie particulièrement lourde, 1,31 g, donc peut-être conservée pour cette raison, avec un buste et un portrait très particulier avec ce petit bonnet qui a fait beaucoup gloser. Est-ce qu'il s'agit d'un bonnet de ministre? Est-ce qu'il s'agit d'un bonnet d'évêque? Est-ce qu'il s'agit d'un bonnet de saint? Et auquel cas, ça serait une monnaie posthume, même si on la donne à l'évêque Vulfranc de son vivant en tant que conseiller et ministre du roi. Donc, un denier qui est connu par le même coin de droit, le même coin de revers, qui est dans ma collection, c'est celui du bas, qui permet de compléter la légende. J'ai un problème de caractère, puisque j'utilise les Athéna Ruby, qui sont des caractères byzantins. Certains passent sur le PowerPoint, d'autres passent, qui vous expliquent que vous ayez des gamma et des lambda, mais pas des S rétrogrades, par exemple. Et les deux monnaies, pour moi, sont de même coin de droit et de revers. Donc avec des légendes qui sont complètes, puisqu'elles se complètent l'une l'autre. Excusez-moi. D'autant plus que ce denier à ce bonnet, on en connaît 4 exemplaires maintenant. Donc le quatrième étant celui de Queude. 2 autres exemplaires que je n'ai pas illustrés, qui sont de même coin de droit. Ils seront illustrés dans l'article. Donc, un seul coin de droit connu. Par contre, les 2 autres exemplaires sont d'un coin de revers différent, mais qui est le même pour les 2 exemplaires. Donc, un coin de droit, 2 coins de revers pour cet évêque, pour 4 exemplaires connus, ce qui est une proportion de 1 coin de droit pour 2 coins de revers, qui n'a rien de surprenant. Quand on commence à faire les études de coins de ces deniers, on s'aperçoit que 1 pour 2, 1 pour 3, c'est pas aberrant. Disons que c'est récurrent, c'est ce qu'on attendrait par rapport à la résistance du coin de droit qui normalement est fiché dans l'enclume. Vous remarquerez que c'est systématiquement le buste, ce qui est plus difficile à graver. Et donc, c'est le coin qui est dormant qui prend moins les coups. Et le coin qui est mobile, qui casse plus souvent, c'est le coin où il y a le monogramme qui est plus facile à graver. C'est une constante aussi qu'on retrouve. Et puis, il est plus facile de pousser du métal dans un coin en creux que de le faire remonter dans un coin en relief. Il y a des problèmes techniques, mais le buste est, là on le voit bien sur la monnaie du bas, avec un fort relief, même si ça n'apparaît pas sur la plupart des autres exemplaires, je l'accorde bien. Donc, une proportion de coins de droit et de revers qui n'a rien de surprenant. On verra que ça ne sera pas le cas pour tous les exemplaires que je vais vous présenter. Et ça sera le cas ici, puisque vous avez le trésor, la monnaie du trésor de Queude en haut, qui était un type connu, avec une croix ancrée, avec un O à gauche, un A à droite, probablement alpha, oméga inversé, une croix crossée qui est assez claire. On voit bien la crosse de l'évêque qui s'accroche à la croix, la crosse de l'évêque qui s'accroche à la croix, la crosse de l'évêque qui s'accroche à la croix. Donc,
On ne parlera pas de croix gammée, mais de croix crossée. Je crois que le Jean Laforêt était d'accord avec moi, enfin je suis d'accord avec lui plutôt. Et surtout, ce qui est amusant, c'est que ce denier de Paris, enfin qui est attribué à Paris, parce qu'il n'y a rien qui permette de l'affirmer, même si les deniers de Charlemagne pour Paris sont avec cette même croix ancrée et qu'on a tendance à penser que c'est un type plutôt parisien, est connu par quatre autres exemplaires de même coin de droit et de même coin de revers. Je vous en ai présenté un qui a un joli pédigré juste en dessous, qui est celui de la BNF, un de ceux de la BNF plutôt, qui est de même coin de droit et de même coin de revers. J'ai orienté les croix ancrées avec les plis globules pour être bien sûr que c'est bien le même cantonnement de globules, parce que c'est à peu près la seule chose qui permet d'identifier les coins, parce qu'il y a d'autres coins pour ce type. Et cet exemplaire en bas est celui qui est gravé dans le Belfort et qui est gravé dans le Fillon en 1853. Donc un pédigré qu'on peut remonter sur maintenant plus presque 2 siècles. Et voilà les 5 exemplaires de même coin droit, de même coin de revers. On pourra y revenir si vous voulez critiquer hein, les liaisons de coins. Celui de queue qui est en haut, celui au milieu à gauche qui est celui de baie, le baie 94 qui est maintenant à la BNF, celui de droite qui est celui dont je viens de vous parler qui était gravé dans Fillon, celui en bas à gauche qui est repiqué sur le Fritz, sur le MEC, donc les collections du Fritz William Museum de Cambridge, et celui en bas à droite qui est au cabinet médaille de Berlin. Donc vous remarquez que en plus ces 4 monnaies sont dans 3 institutions différentes et que le trésor de Baie a été racheté récemment puisqu'il n'avait pas été gravé et ni indiqué dans Prou. Un denier qui est le denier le plus léger du trésor, celui de 0,75 grammes. Si quelqu'un a une lecture à me suggérer, je suis partant tout à fait, parce que moi, je devine des choses, mais je ne suis pas du tout sûr. C'est pour ça qu'elles sont entre crochets. Je devinerais bien ici, parce que je connais un peu les monnaies d'Orléans, la base d'un A, peut-être un U ici, peut-être un R ici, mais je ne jouerai pas ma tête dessus. En revanche, c'est un type qui est commun à Orléans et à Poitiers. Un style qui est quand même très frustre, une base de croix qui est trifide ici. C'est des choses qu'on retrouve à Orléans, mais je pencherais bien pour une imitation d'époque. Elle semble bien blanche, donc peut-être en bon argent, mais on n'a pas mis la quantité, 0,75 grammes. Orléans ou Poitiers, je pense que c'est plutôt Orléans à cause de cette base trifide qu'on retrouve à Orléans, qu'on ne retrouve jamais à Poitiers. Mais normalement, on a une base sur 3 degrés et une croix qui est la croix barrée byzantine, qui est là et symbolisée par les 2 globules. Je l'avais publié dans les bulletins du Seine. Donc, on a ici un denier qui pourrait être attribué à Orléans, qui est probablement une imitation. Et si vous avez des monnaies de même coin qui permettent de compléter la légende, je suis preneur. Certains ont déjà répondu à l'appel avant que je le lance. Mais pas pour ce type-là. Je vais en reparler. En Austrasie, la cité de Metz, donc le ME classique, un beau ME accolé, un beau ME accolé. J'ai vérifié, moi j'ai eu des doutes, mais je ne pense pas que ce soit le même coin, mais ça pourrait presque. Un D accosté d'un tilde pour une abréviation, un tilde qui peut être à gauche, à droite, ici, le au-dessous, c'est ce denier-là, hein, ébréché qui fait 0,8 grammes. Donc, un dé qui a fait beaucoup couler d'encre aussi. Est-ce que c'est l'initiale d'un nom, d'un évêque, d'un comte? Est-ce que c'est Denarius, denier? Je pencherais plutôt pour cette dernière possibilité, mais sans pouvoir le prouver. En tout cas, c'est une abréviation et c'est un type quasiment immobilisé. Et on voit bien que ici, le ME, il faut savoir ce qu'il devrait y avoir pour voir le ME. Alors, on voit bien peut-être un M ici et puis les 2 barres du E ici. Bon, mais on est dans des choses qui sont attribuées à Metz. Un denier dont je vous ai parlé, le fameux denier de Queude, du trésor de Queude en haut, qui lui est enfin lisible, même si on en avait déjà un dans les trouvailles de l'Aube qui avait été publié, mais sans attribution. Ici, vous avez un C, un U, un B, un E, un D, un I, un S. Heureusement, celle trouvée dans l'Aube est de même coin, un V, un I, un C et un O. Donc, un vicus. Circonscription administrative, ça réduit déjà le nombre de possibilités. Que n'est pas connu par les textes comme étant un vicus.
mérovingien. En revanche, c'est un pagus carolingien, c'est un chef-lieu de Vigry plus tardivement, et donc c'était déjà une cité romaine. Il y a du moins une implantation romaine. C'est pas une simple villa, c'est un bourg. Et donc on peut supposer que c'est le vicus de Queude, puisque Cupidis pourrait être Cubédis Vico dans le cas de Queude. En plus, cette trouvaille de Queude à Queude et cette trouvaille de l'Aube à quelques kilomètres probablement de même coin, et on en connaissait un autre exemplaire qui avait été très mal lu, on lisait que la base des lettres, donc on faisait ce qu'on pouvait. Le C avait été lu en L et attribué donc à l'Essonne. Je ne sais plus à quelle cité de l'Essonne d'ailleurs. Donc, et le Vicus, non, ça commence par L, on verra. Et donc, Vico. Le problème, c'est que le revers est celui qui, normalement, et j'en ai parlé tout à l'heure, est attribué à la région parisienne. On a typiquement attribué à la région parisienne la croix ancrée à double pendant, avec une croix au-dessus, trois globules, enfin trois annelés plutôt, à droite, à gauche et dessous, et cantonné de 4 points. Les trois monnaies sont de même coin. Et quand je parlais d'appel, c'est qu'on vient de me signaler un quatrième exemplaire trouvé en Belgique, de même coin de droit, de même coin de revers, qui ne remet pas en cause la lecture, puisqu'il est encore en moins bon état que les trois qui sont présents là. Donc, un type qui est attribuable à Queude par la légende, enfin lisible, mais qui est au type de la région parisienne. Ce qui veut dire que ces monnaies à la croix ancrée et au pendant ont été réutilisées. C'est géométrique, c'est facile à faire, et puis ça passe dans la circulation discrètement. Donc, il ne faudra pas penser qu'il n'y a que la région parisienne qui a frappé à ce type. Les régions limitrophes, que n'est pas si loin quand même de Paris, ont frappé aussi des types à la croix ancrée. Que en est un exemple pour moi. Et c'en est un exemple qui nous permettra peut-être de revoir la lecture de certaines légendes. Ce type de buste est quand même très particulier, hein. Si vous regardez les cheveux bouclés, pour ceux qui ont l'habitude de voir des deniers mérovingiens, des cheveux bouclés comme ça, on n'en voit pas tant que ça. Et puis ce petit col avec cette espèce de petit i enroulé, style ionique, qui est un petit col très particulier. On le retrouve sur au moins un autre type de denier, mais qui n'a pas la même légende, et qui est de flanc très très court et ne peut pas, à mon avis, être lisible, mais qui n'est pas Cubédis, Vico. Donc, un graveur, ou une école de gravure qui n'existe pas que pour Queude, visiblement, et une école de gravure qui venait peut-être de la région parisienne et qui s'est inspirée de deniers proches qui circulaient dans la région. En tout cas, une monnaie de Queude, nouvelle, et donc Queude qui était un vicus qui appartenait au comté de Troyes et donc au royaume de Bourgogne. Hein, on l'avait vu pour les trouvailles de l'Aube, Troyes appartient à la Bourgogne, enfin le comté de Bourgogne à l'époque appartient au royaume de Bourgogne, donc on est déjà vraiment aux marges de la région parisienne. Un type qui là devrait être au 7, mais ne l'est pas. Un type qui est avec quelque chose d'assez commun, un œil, vous voyez tout de suite la joue sous forme de croissant, le nez ici qui touche la croix, tout le monde l'avait bien vu dès le début, hein, et puis les cheveux hirsutes, bon, qui imitent les Celtas donc au porc-épic. Par contre, au revers, la croix ancrée ne touche pas, donc on est avec un oméga au-dessus d'une croix, et surtout le cantonnement n'est pas VII comme sur la petite centaine que j'avais inventoriée, mais ici vous avez quelque chose qui pourrait être une croix, ça peut être un L, ça peut être beaucoup de choses, mais si on suit la logique de la géométrie, ça devrait être un L, et puis un N rétrograde. Donc quelque chose qui est peut-être une imitation du type 7, VII, donc de part et d'autre de la croix ancrée, et qui semble inédite. Nous avions fait une petite étude avec Marc Parvery sur ces typos 7 qui se retrouvent partout, de l'Angleterre à Gottinfort, à Nice-Cimier. Et Nice-Cimier est un point extrême. Je cherche ma souris, voilà, est un point extrême ici. Mais comme il y en a une vingtaine dans ce trésor de 3000, tout de suite, on a dit que le VII, c'était un Marseille, un MA mal fait. Seulement, quand on regarde les cartes de répartition
du Trésor des Combrailles, qu'on avait publié dans le Trésor des Combrailles, donc dans le Numismatic Chronicle, on s'aperçoit quand même que les trouvailles isolées, on en trouve partout, mais il y a des trouvailles isolées dans la région de la Vienne et de Grenoble qui sont quand même plus nombreuses, alors qu'on n'en trouve aucune dans la région de Marseille. On en trouve un petit peu plus au nord du côté d'Avignon. Et puis, vous avez cette trouvaille de Nice-Cimier où il y a beaucoup de monnaies de Marseille, mais les monnaies de Marseille qu'on trouve sont celles qu'on trouve dans la région de Marseille, au Patrice de Provence. Or, celle-ci avait été attribuée à Marseille, elle a été attribuée à Mayence, elle a été attribuée à la moitié des villes romaines un peu importantes, parce que quand même 20 monnaies dans un trésor, ça voulait dire que ça devait être quelque chose d'important. En fait, à mon avis, il y a un phénomène d'imitation et celle de Queude est plutôt un phénomène d'imitation. Une monnaie attribuée à Bourges. Là aussi, je sais que certains ont travaillé. Daniel Patarin est en train de travailler. Il y a un texte dans le prochain RTS Sénat mérovingienne qui sera sur ce type-là. Un type qui est attribué à Bourges à cause de cette croix globulaire formée, enfin cette croix formée de 5 globules. Et alors, une monnaie qui est liée par les coins avec la monnaie du bas, qui est celle du trésor de Plassac, qui est très très reconnaissable puisque vous avez la croix inversée ici, la barre est placée plus bas et plus haut ici. C'est un même coin de droit, mais pas le même coin de revers, même si c'est probablement la même légende. Vous avez ici la croisette qui n'est pas placée pareil par rapport à la croix globulaire, et puis vous avez ici une légende SIIV, alors que ici vous avez IISV. Bon, c'est la seule partie qui soit lisible. Probablement au droit comme au revers, une pseudo-légende. Hein. Si vous regardez, vous avez une symétrie entre le II ici et le I ici, le V ici, ce qui est un V ici, on le voit sur le coin du bas, et de part et d'autre de la croisette, et donc un II ici, peut-être entre deux quelque chose. Bon, donc une pseudo-légende au droit et au revers, allez attribuer ça à Bourges. Ça l'est généralement, ça l'est probablement, mais avec une certitude très relative, et Daniel Patarin a très bien fait de discuter de cette attribution. Un autre type qui généralement est attribué à Bourges par homotypie, homotypie de cette croix très particulière avec un losange qui est, comment dire, avec 4 globules ou 4 annelés au bout de chaque branche, ce qui forme une croix un petit peu de 5 globules. Une monnaie qui est très particulière aussi parce que vous avez un buste de face très particulier avec une petite croix ici et des cheveux très longs et un col là encore très particulier avec un drapé. Une monnaie qui est de même coin, je pense, que celle-ci, qui est celle, le numéro 270 du Trésor de Bai, en meilleur état. Et une monnaie qui, on retrouve la même légende ici, par exemple, hein, les mêmes défauts de Grenti. Bon, et puis ici, quelque chose qui a cassé. Je pense que le coin était cassé au niveau du nez, était cassé au niveau des cheveux ici. La monnaie est un peu plus lisible ici. On voit bien le nez, les 2 yeux de face, les cheveux très longs, quelque chose qui a dû être une bouche à un moment. Et donc, un denier ici, qui est attribué à Bourges et qui n'était connu que par les quelques exemplaires du Trésor de Bai. Donc, un bel exemplaire. Là encore, la même légende, mais pas de même coin. Ici, vous avez Caco. Ici, vous avez Coca. Toute pub est totalement involontaire. Un denier probablement attribuable à l'Austrasie, mais d'une cité que je vous demande de chercher. Bon, en Austrasie, un M oncial comme ça, on pourrait tout de suite penser à Metz, c'est vrai, mais rien ne le prouve. En tout cas, le style est quand même plutôt le style austrasien, avec des lettres très épaisses, très grasses, un M oncial sur un globule entouré d'un cercle de perles et un cantonnement de points. Au revers, le même gros globule dans un cercle de perles avec un S sous un tilde, ou sur un tilde, ou à gauche d'un tilde, ou à droite d'un tilde. C'est une monnaie, un type qui n'est pas particulièrement rare, mais par contre, j'étais assez content de retrouver la liaison de coin avec ce denier qui est à la BNF, dont je n'ai pas retrouvé les références, et peut-être là, probablement même, je dirais, là, de liaison de coin de revers. Si vous regardez le globule ici, qu'on retrouve ici, en plus neuf, le globule ici, qu'on ne voit pas ici. Le S qui est positionné exactement pareil, avec le globule ici,
ici sous le haut. Bon, je pense que c'est le même coin de revers, mais j'en suis pas totalement sûr. Mais par contre, pour le coin de droit, je suis à peu près sûr. Donc, on retrouve quand même des liaisons de coins quand même assez nombreuses. Un type qui est inédit, sans lettres, puisqu'il y en avait un exemplaire non attribué qui avait été publié dans les Trouvailles de l'Aube, dans la dernière Sénat mérovingienne, avec 7 croix ancrées cantonnées d'un A à la barre brisée et de ce qui est un E oncial, mais qui pourrait être un oméga mal fait, qui me semble être de même coin de revers que cette monnaie. Donc, publié dans le RT Sénat, de Trouvailles de l'Aube, Trouvailles d'Austrasie, enfin Trouvailles de Queude. Une monnaie particulièrement lourde, vous l'avez noté, 1,37 grammes. C'est la monnaie la plus lourde du trésor. Ici, des globules qui ont probablement été regravés. On devine le troisième ici, les 3 ici. Et puis un troisième globule qui a dû être ajouté ici. Et celui-ci, maintenant, est confondu dans ça. Et on voit que le coin cassé, pour moi, c'est le même coin de droit qui a été regravé, hein, avec des globules qui ont été élargis, et ce qui explique cette différence. Mais si on fait les axes du A, de la brisure du A, si on part du bas et que la cassure est en haut, on arrive exactement au même point de positionnement des globules du droit. Vous voyez que même les identités de coins sur des monnaies inédites, connues à 2 exemplaires, sont parfois pas totalement des certitudes. Un denier qui sera le dernier que je vais vous présenter, je te rassure, donc que je n'attribue pas, qui a un beau buste, hein, un style mérovingien typique, un petit œil ici, un petit nez ici, qui revient ici, la bouche sous forme de 2 petits globules, la joue qui est sous forme de croissant comme on l'a vu tout à l'heure. Non, ça n'est pas un casque, c'est probablement les cheveux ici, une petite oreille sous forme de C ici, et puis un cou. Il a bien mangé. Ou alors il est costaud, hein, il porte sur la tête régulièrement un cou très large puisqu'il fait quasiment la taille de la tête. Et puis une légende, là aussi, je veux bien des aides pour lire. Je veux bien un S ici couché, assurément. Je verrais bien un E et un A ici sous forme de lambda, ici, mais qui serait quand même mal fait. Et ici, peut-être un géoncial, peut-être. Bon. Et puis un monogramme, comme il y en a tant d'autres, où on voit des choses. On voit clairement un S rétrograde, on voit clairement un A, probablement un C rétrograde, il n'y a pas la troisième barre du E. Et puis 4 globules. Donc une pseudo-légende. Globule, point, globule, point, croisette, point, ou peut-être 2 points, globule, point, globule. Donc une pseudo-légende là qui fait le tour de ce monogramme dont on peut voir un A, un S, peut-être un C rétrograde ici, je le vois en tout cas assez clairement, mais pas un E parce que, ou alors il faut penser que le E est aussi dans la croix et vous avez une croix qui surmonte ce monogramme et une croix qui est en dessous de ce monogramme. Donc probablement une autorité ecclésiastique, mais je n'irai pas plus loin. Je n'ai pas trouvé de type approchant avec ce même monogramme, du moins. Les fameux Chiata anglais de la première série, de la Tamise, vers les années 680-710, le type Titi, hein, T-T-O-I-I, moi j'appelle ça Titi parce que c'est plus drôle, qui est une imitation d'un étendard avec un vote quelconque anglais, et puis un tic ici, autour, donc devant plutôt, un buste radié et un grand A derrière. Je n'ai pas cherché les liaisons de coin pour les chiatas, je le reconnais bien. Ici, un denier frison type E au porc-épic, qui est des premières séries vers les années 690-715. Là aussi, vous voyez que la fourchette de datation est différente suivant les chercheurs. Et vous avez ici avec 3 barres, il y a une multiplicité de choses à l'intérieur de l'étendard et 3 barres, donc 4 barres, pardon, autour d'un O centré d'un point, qui pourrait être en fait un point de centrage du compas pour faire la légende et faire un carré plus régulier. Hein. Il ne faut pas imaginer que c'est forcément... que ça peut être aussi une trace de fabrication et de la technique de fabrication, et une pseudo-légende autour, et pas de légende au droit.
Les 4 deniers frisons du type D, runique continentale. Pourquoi runique? Parce que vous avez des runes devant le buste ici. Hein, vous avez des runes ici. Ici, un superbe portrait, on va y revenir, et des runes ici, avec un œil qui place le nez drôlement. La bouche, je ne la place pas, parce que si le cou est ici, l'oreille est ici, sa couronne est en train de tomber, parce que si vous la mettez, je me suis basé sur la couronne pour l'orientation, vous voyez que le nez et l'oreille doivent être alignés normalement. Donc ici, on a un problème sur ce denier, mais avec des pseudo-légendes tout autour. Hein, vous voyez des V, des A, des lambda, des O, des zigzags. Hein, donc un type connu, et là encore un type tau, donc parmi les premiers chez Atta Frison qui sont immédiatement après la série qui était précédente. Et voilà un petit peu la fin. Je crois que j'ai tenu le temps qui m'était imparti. Je vous remercie de m'avoir supporté si longtemps. Et donc, je vais finir sur une petite plaisanterie, un petit private joke à ceux qui sont présents et qui ont fait l'effort de venir, puisque je vais leur offrir ma dernière carte de visite sous forme de jeton, donc qui est illustrée ici. J'ai les 5 minutes pour présenter le monogramme, parce que, en fait, je vais l'utiliser pour vous montrer comme quoi, pour les monogrammes, il y a un vrai problème de lecture. Parce que ce monogramme, il n'y a aucun doute sur ce qui a voulu être fait, parce que c'est moi qui l'ai inventé. Il est composé des lettres de mon nom. Donc ça, jusque-là, pas trop de problème. Tout le monde a vu le S, ici. Le C, que j'ai eu la bonté de rallonger ici pour qu'on le voit bien. Le H, qui est ici. Le I, qui n'est marqué que par le point, ce qui n'arrive jamais dans les monogrammes mérovingiens, je vous l'accorde bien. I, le E, mais ils n'ont pas de I non plus. Le E, qui est rétrograde. Le S, on l'a déjà vu, il est ici. Le E rétrograde ici, et le R qui est dans la boucle du S. Ça, c'est ce que j'ai voulu faire. Et un de mes élèves de 6e m'a fait la fort juste remarque qu'on lit aussi mon prénom dedans. Mais c'est totalement fortuit. Mais j'imagine bien que j'ai voulu le faire de façon inconsciente. Donc, on lit le P à l'intérieur du R, le H, le I, le L rétrograde à l'intérieur du E, évident, le I, les 2 P à l'intérieur du R et le E. Donc, en fait, on est là exactement. Vous avez le concepteur du monogramme et quelqu'un d'autre qui le lit différemment. Et donc, sur ces monogrammes, c'est pour ça que j'ai été très prudent sur le précédent, c'est que, en fait, on a les lettres dans le désordre. Parfois, la lecture est assez claire quand vous avez 4 lettres. Puis dès que vous en avez 10 ou 20, ça devient vraiment un jeu dans lequel je ne me lancerai pas personnellement. Et j'en ai un en tête, en particulier mérovingien pour la Touraine, un monogramme très complexe où on lit une dizaine de lettres, mais je ne sais pas du tout dans quel sens les mettre. Et je ne suis même pas certain que certaines ne doivent pas être réutilisées plusieurs fois. Donc voilà, je voulais finir sur ça parce que c'était tout à fait en rapport avec la conférence. C'était aussi un cadeau que je faisais à ceux qui sont venus à la conférence. Mais c'est une lecture de monogramme mérovingien. Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on voit, et puis il y a la part d'incertitude, d'approximation. Quand je dis que QB10 et QP10, c'est forcément la même chose, oui, probablement, avec les problèmes phonétiques, pour des raisons administratives, un vicus qui devient un pagus, qui devient un chef-lieu de viguerie, ça n'a rien de choquant. Mais dans d'autres cas, les attributions, par exemple, de ce xn dans le cantonnement d'une croix qui n'est pas ancrée, qui est avec un oméga au-dessus, est-ce qu'on est dans une imitation? Est-ce qu'on est avec un TD différent? Une ville différente qui l'a fait volontairement à l'imitation de la ville d'à côté? Est-ce que c'est une imitation lointaine qui n'a rien compris à ce qu'il a imité? Eh bien voilà, vous venez de comprendre pourquoi j'ai du mal à dater les trésors et que je vais rester très modeste et dire que je vous propose ces interprétations avec Samuel Gouet et que maintenant, n'hésitez pas à les remettre en cause et à venir discuter, à poser des questions. Voilà.